Fanny nous l'a expliqué ce matin en ouverture de ce séminaire. L'une des missions du GIP ROL, c'est de mettre à disposition des territoires de Normandie et des Hauts-de-France une base de données qui permet de mutualiser, le mot est important, mutualiser les apports et les observations de tous les acteurs qui ont accepté de jouer un rôle de sentinelle. Alors, comment cet outil fonctionne-t-il et quels en sont les usages? C'est ce que Julie nous explique tout de suite en duo avec Arnaud Tully, qui fait partie lui aussi de l'équipe du GIP et qui, depuis ce matin, se cachait, se camouflait derrière le logo du GIP, mais il était là depuis ce matin. Julie et Arnaud, c'est à vous. Fanny nous l'a expliqué ce matin en ouverture de ce séminaire. L'une des missions du GIP ROL, c'est de mettre à disposition des territoires de Normandie et des Hauts-de-France une base de données qui permet de mutualiser, le mot est important, mutualiser les apports et les observations de tous les acteurs qui ont accepté de jouer un rôle de sentinelle. Alors, comment cet outil fonctionne-t-il et quels en sont les usages? C'est ce que Julie nous explique tout de suite en duo avec Arnaud Tully, qui fait partie lui aussi de l'équipe du GIP et qui, depuis ce matin, se cachait, se camouflait derrière le logo du GIP, mais il était là depuis ce matin. Julie et Arnaud, c'est à vous. Julie, il faut ouvrir votre micro, ça sera beaucoup mieux. Vos micros sont coupés. Julie, c'est bon? Oui. Voilà. Vous voyez correctement mon diaporama. Super. Oui. Alors, c'est parti. On vous présente du coup, lors de ce séminaire, le suivi des événements tempétueux sur le littoral de la Normandie et des Hauts-de-France, qui nous permet depuis 2013 de fédérer une communauté d'acteurs littoraux assez diversifiée. Donc, vous me direz, la commande initiale, comment elle est arrivée? Eh bien, en fait, ça vient de nos tutelles, et notamment les élus en région qui nous avaient demandé d'avoir un retour assez rapide suite à une tempête qui passait sur nos littoraux, des secteurs qui étaient plus ou moins impactés, pour pouvoir justement avoir des éléments de langage à apporter suite à ces tempêtes. Donc, l'objectif de notre suivi tempête est bien d'identifier, de synthétiser les dégâts qui sont occasionnés suite aux tempêtes sur le littoral. Donc cette mission s'est articulée autour d'un réseau de sentinelles, c'est un petit peu un mot à la mode, mais en tout cas de référents sur le littoral, de référents volontaires qui pourraient se mobiliser rapidement pour faire remonter des éléments qui seraient des occurrences qui seraient arrivées du coup sur les littoraux. Alors, bien évidemment, tout cela relève du volontariat, donc on rassemble des types d'acteurs qui sont très diversifiés, depuis le maire du littoral, mais aussi des habitants, des citoyens, des représentants des ASA, etc. et j'en passe. L'idée étant de faire converger tout le monde vers du coup un partage de ces informations, de rassembler ces informations pour mieux comprendre ce qui se passe sur nos littoraux et aussi de mieux comprendre aussi en fonction des conditions météo-marines, d'occurrence de la tempête, quels secteurs sont plus ou moins impactés par ces événements. Donc tout cela repose, a permis de constituer et repose maintenant sur une base de données commune, partagée, du coup depuis qui devient relativement musclée puisque cela fait depuis, comme je vous disais, depuis 2013 que l'on travaille sur cette base de données. Donc, comment on mobilise ces sentinelles? Eh bien, lorsque l'on reste en veille d'alerte jaune météo ou des alertes Météo France VVS qu'on a évoquées ce matin, et dès qu'on enregistre du coup une de ces alertes qui est motivée par Météo France, on envoie un mail à l'ensemble de nos sentinelles pour leur demander de rester en veille par rapport aux dégâts potentiels.
Donc c'est un projet hein, qui est évolutif, puisque c'est vrai qu'au démarrage, en 2013, on était sur une démarche très opportuniste, hein, depuis des remontées de terrain d'acteurs très différenciés, mais aussi des remontées presse. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres acteurs sur le littoral qui partageaient, en tout cas qui recherchaient ce même objectif du coup de connaissance des dégâts post-tempête et des impacts à la côte. Et aussi du coup des éléments de langage ou en tout cas des méthodologies de validation de l'information qui venaient des territoires qui n'étaient pas toujours les mêmes. Donc on s'est notamment rendu compte qu'il y avait l'ensemble des missions de référents départemental d'inondation, hein, les missions RDI des DDTM. Donc on s'est retrouvé avec les missions RDI hein, des DDTM de toute la façade qui avaient aussi, hein, recherché aussi cet objectif de connaissance des dégâts post-tempête. Donc certes pour des besoins métiers différents. Donc on s'est rapproché aussi de ces missions RDI. L'idée étant, bien évidemment, de partager une méthodologie d'observation de ces dégâts, mais aussi une façon de les qualifier, donc de partager un langage commun autour de la qualification et de la remontée des événements. Donc l'idée étant d'avoir un constat partagé entre les structures et qu'on porte un même discours. Donc vous voyez du coup présenté sur cette diapo, hein, les sentinelles avec qui on travaille à l'échelle de la façade. C'est pas exhaustif, mais on rassemble quand même maintenant, voilà, on a une bonne représentativité territoriale depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge. Donc, je vais laisser Arnaud vous présenter du coup le process, comment effectivement toute cette information est collectée jusqu'à ces modalités de diffusion. Oui, alors effectivement, concrètement, ce processus de co-construction s'est organisé autour de 5 axes. Donc le premier axe concerne l'identification des besoins, c'est-à-dire que sur la base des objectifs rôle et des LTM, nous avons caractérisé des éléments nécessaires à la construction d'une base de données spatiale, c'est-à-dire principalement l'identification de champs et de typologies, de champs textuels, de champs d'informations concernant des dates, et également un champ très important pour le rôle, pour l'identification de la source de l'information. Et concernant les typologies, par exemple, pour caractériser les dégâts en matière d'érosion, de franchissement, mais aussi pour caractériser les enjeux, on va y revenir juste après. Donc le second axe, alors je vais y venir tout de suite. La caractérisation des enjeux, justement, ça fait appel à un besoin très particulier identifié par les DDTM. Donc c'est quelque chose qui va être ensuite filtré. Donc cela concerne des vues métiers qui ne seront pas représentées dans le document que je vais vous présenter tout à l'heure en termes de partage d'informations pour le rôle. Le second axe concerne, lui, des propositions techniques qui ont été faites pour formaliser cette base de données. Donc on parle ici d'hébergement. Nous hébergeons la base de données en propre sur nos serveurs et puis des droits sont affectés aux utilisateurs en termes d'édition, en termes d'administration de la base de données. Et tout ceci permet, au travers de ce système d'information spatiale, de gérer des flux d'informations qui peuvent être à nouveau consommés, c'est le terme technique, mais consommés par les systèmes d'information géographique des partenaires. Le troisième axe, qui lui est dédié à un premier niveau de validation, un processus de validation des informations qui sont injectées dans la base de données. Cela concerne également la mise en place, l'élaboration d'un formulaire de saisie, je vais y revenir juste après également, et puis globalement la rédaction d'un dictionnaire de données commun pour bien identifier pour chaque terme inséré dans la base de données, que nous soyons tous d'accord sur l'acception de ce terme. Donc ça a été un travail important pour savoir de quoi on parle et parler de la même chose, en fait, point par point.
Le quatrième axe concerne, lui, donc une phase opérationnelle, c'est-à-dire post-tempête. Et on est là, apparaît ici la consolidation des tables d'information et un deuxième niveau de validation des données. Donc là, entre la partie validation initiale et la phase opérationnelle post-tempête, il y a eu bien le déclenchement de l'alerte. Donc tout ceci pour finir sur un dernier axe qui est lui dédié à la diffusion au sens large de l'information. Donc au travers, pour le compte du rôle, en fait, une synthèse de l'information cartographique représentée sur notre portail web, de manière à identifier les impacts à la côte depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge. Cela concerne également les projets métiers, c'est-à-dire que un filtrage, j'en ai parlé tout à l'heure, un filtrage est effectué sur la base de données de manière à pouvoir renvoyer, alors intégralement pour les DTM par exemple, la base de données qui intègre des questions d'enjeux impactés suite aux tempêtes, mais qui ne sont pas représentés sur nos produits cartographiques. Donc, on tient bien compte ici des spécificités de chacun pour répondre aux besoins et fournir un produit le plus exhaustif possible. Et cela va jusqu'à la mise en place des web services. Donc, en filigrane de tout cela, un aspect important est la temporalité, c'est-à-dire que il faut également tenir compte des contraintes temporelles de chacun. Donc globalement, si on peut rassembler cela sous la forme en 4 points, c'est-à-dire un premier point, donc les DDTM ont concernant l'appui préfet, globalement la réponse est donnée au bout d'une dizaine d'heures. Concernant un premier niveau de cartographie et de synthèse de l'information, les 2 premiers jours sont très importants, les 2 premiers jours post-tempête, mais une première synthèse est fournie 10 jours après tempête, c'est-à-dire qui n'est pas exhaustive, donc cette cartographie est datée, mais ça permet déjà d'apporter un premier éclairage sur les impacts. Et donc, comme c'est un produit qui est mis à jour de manière continue, globalement, autour d'un mois, un mois et demi, nous sommes en capacité de rassembler l'ensemble de l'information et de mettre à jour la base de données pour en fournir une cartographie plus complète. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est une initiative. Ton micro est fermé. Ça y est, Julie. Très bien, parfait. Donc, c'est une initiative collaborative qui s'est organisée, qui continue de s'organiser à l'échelle de la façade, qui est unique en France de par son emprise interrégionale. Initiative du coup qui est copilotée avec la DDTM 50, qui était aussi chargée par le ministère d'organiser justement ce réseau de sentinelles. Donc on voit bien qu'à un moment donné, là on a une temporalité, sur les questions de la temporalité, on s'est bien retrouvé puisque on était en train de co-construire ce réseau pour les besoins métiers du rôle et aussi de la même façon la DDTM pour ses propres besoins métiers. Donc l'ensemble, je dirais, de nos réflexions, de la co-construction des outils que l'on exploite sont échangés, discutés dans le cadre d'un groupe de travail du coup que l'on a engagé cette année et du coup qui rassemble l'ensemble des sentinelles qu'on a évoquées tout à l'heure, donc les DDT, mais aussi les structures gémapiennes, mais pas que. Et l'idée était déjà, ça c'est vraiment la première pierre à l'édifice, de pouvoir identifier les démarches locales et connaître les modalités de consultation et de diffusion des données. Parce que l'idée c'était de mutualiser des démarches pour harmoniser et améliorer finalement la connaissance in fine. Donc,
travailler aussi sur le partage des constats et mettre en commun les visions. Donc Arnaud va vous présenter tout à l'heure le formulaire qui est exploité justement pour permettre ce partage des constats et trouver aussi un dénominateur commun pour caractériser les dégâts qui sont du coup occasionnés post-tempête. Avec un mode opératoire partagé, identifier, et ça c'est en cours aussi, l'idée d'avoir un supra-rapporteur, je dirais, par façade, alors qu'on a du coup nommé comme un éditeur par territoire et par thématique. Donc on privilégie effectivement l'opérateur gémapien du secteur, mais ça peut être à géométrie variable, hein, bien évidemment. Pour nous faire remonter l'information. De la même façon, on a un mode de fonctionnement qui est à géométrie variable pour valider les données en fonction des besoins de chacun. Et on travaille à l'heure actuelle sur la rédaction d'une charte de fonctionnement qui sera soumise aux participants de ce GT. Donc, on a un premier GT qui s'est organisé cet été. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir se voir à peu près 2 fois par an pour continuer à avancer et à partager du coup, ces outils qui répondent aux besoins de tous. Arnaud, je te propose de faire la démo de la présentation. Oui, alors justement, à la présentation de points clés hein, qui ont été évoqués en GT, je vais vous présenter concrètement la mise en œuvre du suivi qui s'articule autour de 3 points. Donc, le formulaire de saisie des informations, un outil de validation et une carte interactive. Donc, pour rappel, le déclenchement du processus, hein, le curseur est concerné par l'alerte Météo France VVS. Donc, je vais prendre le relais sur l'écran et je vais commencer par le formulaire de saisie. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Alors, le principe de donc ce formulaire est en ligne et ouvert de manière perpétuelle hein, sur le site. Il a pour objet de référencer, et on va en faire un exemple en direct, de référencer les informations. De profils. Donc, on a ici 3 types de profils pour l'instant, un profil de l'ETM ou autre. Ça, c'est pas grave. Des types de dégâts qui sont observés concernant. Oula, ça a été. Je reprends là où j'étais. Donc, après le profil, tout un volet qui concerne la caractérisation de l'observation. Donc la date d'occurrence de l'événement tempétueux, le seuil d'alerte, donc on l'a évoqué, donc c'est essentiellement en VVS hein, maintenant, la date d'observation du dégât, la localisation avec un niveau de précision de cette localisation, donc une localisation précise sur site, une localisation approximative sur carte et une localisation à la commune. Donc on joue sur le niveau de zoom pour identifier plus ou moins précisément la localisation du dégât. En termes de composition du lieu, donc ça, ce sont des éléments qui ont été échangés lors de différentes réunions hein, pour caractériser les types de lieux depuis le massif dunaire en passant par les falaises ou les zones arrière littorales, avec des champs textuels pour préciser les éléments de composition. Donc là, j'ai sélectionné falaise. Le type de dégâts. Des milieux également à des discussions très intéressantes. Sur du niveau d'érosion. Il fallait quelque chose d'assez précis, mais sans être complètement bloquant, sans aller sur le terrain, faire la mesure, par exemple. Donc, 3 types d'informations sont référencées pour l'érosion. Moins d'1 mètre, un recul compris entre 1 et 3 mètres, et ainsi de suite. Et c'est le même principe pour les problématiques de franchissement, de dégâts, et d'autres informations associant les débordements de cours d'eau, donc des éléments concomitants. Donc globalement, la possibilité d'insérer des médias
et je vais vous montrer la constitution. Hop. Donc, le résultat de ce formulaire factice séminaire tempête. On ne voit pas. Alors, c'est parce qu'il faut que je partage le deuxième onglet. Hop, hop, le deuxième onglet qui est celui-ci. Voilà. Donc là, une fois que le formulaire est renseigné par un tiers, de notre côté, via des notifications, on recense, donc là on est sur ce point qui a été matérialisé, donc qui concerne, si on va sur la légende, voilà le niveau de détail en fait en termes d'érosion de franchissement, je ne vais pas détailler ici. Mais en tout cas, une application de validation qui a justement pour objet de valider et de s'accorder sur un retour terrain, par exemple. Donc, sur la base des champs qui sont renseignés, il est possible de modifier des éléments et de considérer finalement le processus validé, avec un niveau de validation, une métadonnée en fait sur la personne qui valide l'information. On enregistre et concrètement derrière, on aboutit, je vais reswitcher sur le dernier onglet, sur une application, voilà, sur une application globale qui référence eh bien, les types de dégâts en termes de rupture, d'érosion, de franchissement. Donc voilà une cartographie de synthèse qui est représentée sur le portail du rôle avec ces différents éléments. La caractérisation des informations qui ont été renseignées, des crédits photographiques éventuels. Donc là, on est sur une vidéo, je ne vais pas l'ouvrir, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Des crédits photographiques, des photos, enfin bref, un maximum d'informations qui permettent de caractériser le dégât. Ce qui est intéressant au travers de cette application web, c'est que, bon, d'une part, il ne faut pas d'outil particulier pour la consulter, il ne faut pas un système d'information géographique, il faut juste un navigateur et une connexion Internet. Et nous avons mis en place des différents filtrages, donc un filtrage par tempête, un filtrage par année ou par saison de tempête hivernale. Donc si on prend un exemple, un filtrage par année 2020, et vous avez l'ensemble des informations recensées en termes de dégâts sur le littoral en 2020, depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge, et ainsi de suite pour les filtrages par tempête, parce qu'on caractérise aussi les intitulés et les noms des tempêtes. Donc là, on va présenter Eleanor de 2018, avec bien l'ensemble des informations, parfois des associations, franchissement, érosion, voilà, le niveau de détail le plus précis possible. Et pour finir, bien la tempête hivernale, les périodes, les saisons de tempête hivernale. Donc c'est une application qui peut être mise à jour de manière continue. Qui est ouverte, donc le formulaire, lui, est ouvert à toute action d'alimentation sur le site. Et derrière, un processus de validation qui permet de confirmer ou d'infirmer, en fait. Il peut y avoir aussi des nuances à apporter. Bien ça passe par des échanges entre structures pour... ça participe aussi à l'émulation, en fait, parmi les différentes... structures qui participent au projet. Parfait. Merci. Julie et Arnaud, il ne faudrait pas que vos micros soient simultanément ouverts. Ça fait un écho. Merci à vous deux. Alors, juste pour bien cadrer, cet outil il sert à éclairer la réponse immédiate des autorités décisionnaires, des décideurs des territoires, plus qu'à construire une mémoire pour l'avenir, si j'ose dire. Je pense que non, elle est double entrée, justement. Il y a d'une part, effectivement, constituer cette base de données qui, je dirais, demain sera peut-être une base de données historique, comme on l'a évoqué
soyons ambitieux, comme on l'a évoqué ce matin. Donc, on a à la fois des éléments de connaissances, une compilation de connaissances sur les dégâts occasionnés post-tempête. Et puis, on a aussi, de fait, via les mises en forme qui sont faites de cette base de données, et je pense notamment là à l'application, des éléments de langage ou de compréhension pour les décideurs qui sont en charge de la gestion du littoral. Donc, on a une double entrée. Alors, on vous demande si les paramètres météo-océaniques sont rentrés dans la base. Point d'interrogation. Là, on sort un petit peu du cadre que nous étions fixés. C'est pas, enfin, en gros, tout est possible. C'est pas le cœur le cœur de projet en fait qui est présenté. Par contre, l'intérêt de notre base de données, c'est qu'elle puisse être moissonnée par d'autres structures qui eux-mêmes, en fonction de leurs besoins métiers, peuvent associer, faire des jointures en fait d'informations entre les différentes bases de données. Mais c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui implémenté dans la base telle que je vous l'ai présentée là. Est-ce que les communes de la Manche participent à cet outil collaboratif? Et pareil pour les associations syndicales de défense contre la mer? Oui. De fait, les collectivités de la Manche sont associées à cette remontée. On l'évoquait tout à l'heure par rapport à cette notion d'éditeur. Avec un éditeur, on privilégie plutôt les opérateurs gémapiens. Donc, à ce titre-là, les collectivités locales sont pleinement engagées dans cette remontée. Et oui, de fait, ils se sont toujours bien mobilisés pour faire remonter. Et pareil, pour les associations syndicales autorisées, on a aussi effectivement des représentants des ASA, et notamment dans la Manche, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'ASA, mais on en a encore beaucoup dans la Manche, qui nous font remonter de l'information. D'autres observatoires du littoral ont-ils engagé des démarches équivalentes et si oui, est-ce que vous travaillez à unifier les méthodes? Alors, c'est une question intéressante puisqu'on évoquait tout à l'heure notre collaboration avec la DDTM 50. C'est une initiative qui est unique parce qu'à l'échelle de la façade, elle est sur 2 régions, mais aussi un petit peu innovante à l'échelle nationale. La preuve en est, c'est que le réseau national des observatoires du trait de côte s'intéresse fortement à ce réseau qu'on a fédérateur autour des retours post-tempête. Et on en échange notamment dans le cadre d'un groupe de travail donné qu'on a mis au sein du réseau national des observatoires pour pouvoir dupliquer ce réseau plus largement. En pleine complémentarité avec les réflexions qui sont engagées par nos collègues du PMCO, qui eux sont dans la partie prospective prévision, alors que nous, on arrive plus dans le constat post-tempête. Quel est le niveau de granularité du littoral que le système autorise? Alors, pas de limite. D'ailleurs, effectivement, la question d'échelle est importante. Aucune limite sur le niveau de granularité, de précision, de localisation. La contrainte est justement de pouvoir caractériser le plus finement possible le dégât. Mais par principe, ce sont des outils qui permettent globalement de s'affranchir des questions, de s'affranchir des questions. C'est pas vraiment s'affranchir des questions d'échelle, mais de gérer les échelles facilement, plus facilement en tout cas. Est-ce que le formulaire en ligne se substitue au besoin de faire des fiches tempête ou bien est-ce qu'il faut faire les deux? Alors, par principe, il n'y a pas de substitution. Après, eh bien, bonne question. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. L'objectif, c'est qu'on soit complémentaire en fait sur les démarches. Quand on parle de fiche tempête, qu'est-ce qui est entendu par fiche tempête? Alors, il faudrait. Oui, peut-être que ce sera une réponse à apporter en aparté. Ouais. Ultérieurement. Est-ce qu'il existe une telle base de données pour répertorier les éboulements de falaises ou est-ce que cette base peut les recenser, même s'ils ne se produisent pas forcément juste après une tempête? Je n'ai pas connaissance de cela et en tout cas, ça n'était pas un objectif fixé pour ce projet.
à creuser. Mais non, je ne sais pas. Parfait. Eh bien, merci Arnaud et Julie. On va donc passer à l'intervention suivante, celle de Sophie Madeleine. Et selon le rituel bien connu, on quitte cette séquence, on va dans le programme et on active la suivante. À tout de suite.